Bon, moi, je suis un peu gêné de passer derrière la présentation qui vient d'être faite parce que ce qu'on a fait, nous, par rapport à ce qui était fait dans les hôpitaux, je trouve qu'on est quand même... Enfin, je veux dire, ça restera sans doute la plus belle chose qui puisse arriver à la préparation de ce que vous avez fait. Et puis, je pense que dans 10 ans, on en parlera encore, ou dans 20 ans, on vous en parlera d'ailleurs tous encore, parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Enfin, en tout cas, moi, ça fait plusieurs fois que j'entends Valérie, François, toi, parler de ce sujet. Chaque fois, je suis totalement bluffé par la capacité que vous avez eue à créer un produit. Parce que nous, la solution hydroalcoolique, objectivement, il n'y a rien de très compliqué. C'est un petit peu de logistique, mais les 4 produits qu'on mélange, c'est des produits qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas, dans l'absolu, on n'a pas le degré alcoolique exactement mentionné dans la norme de l'OMS. Je veux dire, on a des tolérances. T'es pas à 80 degrés, t'es à 78 ou à 85. Voilà. Vous, c'est pas la même histoire quand même. Hein. Vous, c'est pas la même histoire. Je me dépêche. Je vais faire très vite. Alors c'est marrant parce qu'on ne s'est pas du tout concerté. On avait un peu la même. J'ai remis un peu ce qui se passait à ce moment-là en France. Donc il faut se remettre au début du mois du fin février, début mars. On a une rupture quand même assez importante et nous, tout commence en fait à la pharmacie. J'ai un pharmacien qui vient me voir en me disant tiens Fabien, regarde, on a un client qui nous propose, qui nous demande de faire une préparation. A priori, c'est une formule qui est faite par l'OMS et c'est une solution hydroalcoolique. On regarde, on se dit ah oui, effectivement, c'est pas mal parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, déjà, l'industrie pharmaceutique n'avait plus la possibilité de nous livrer. On était en rupture déjà de gel hydroalcoolique à ce moment-là. Le lundi, donc le vendredi, le 28 février, c'est un vendredi. Le lundi, j'envoie un mail à nos clients pharmaciens, donc à peu près 5000 clients pharmaciens, un petit mail en disant bah, si vous voulez, on peut vous faire de la solution hydroalcoolique selon la formule de l'OMS. Et cette solution hydroalcoolique, on vous la propose soit en 500 ml, soit en 1 litre. Et à l'époque, on n'était pas du tout dans l'optique de se dire cette solution, on l'a fait pour que vous revendiez ça à vos patients. On s'était dit, on vous fait 1 litre pour que vous ayez la possibilité de protéger votre équipe. Parce que les masques n'existaient pas à cette époque-là. La solution, le gel n'existait plus. Moi, je me souviens avoir créé une plaque en plexi le dimanche pour essayer de trouver des mesures de protection. Vous savez, on est obligé de protéger la santé de ses salariés. Et donc, on avait proposé ça à nos confrères en disant, bah, tenez, on peut vous faire 1 litre de solution hydroalcoolique. Le soir même, on avait fait à peu près 930 préparations. Enfin, non, on n'avait pas fait, on avait reçu 930 commandes. C'est-à-dire qu'il y avait presque 1000 pharmaciens qui nous avaient passé commande d'au moins 1 litre de solution. 1000 sur 5000, ça donne un peu une idée de la pénurie qu'il y avait déjà dès les premiers jours de mars. On a pris la formule 1 de l'OMS. Dans le guide de l'OMS, il y avait deux formules différentes, une avec de l'isopropanol, une avec de l'éthanol. Évidemment, on a pris l'éthanol. C'est moins cher, c'est plus facilement accessible en termes de quantité, et puis ça sent moins fort que l'isopropanol. Alors, je voulais surtout vous parler dans ma présentation des problèmes qu'on a rencontrés. Pourquoi je vais vous parler des problèmes? Parce que si un jour ça doit se repasser, qu'on ait un retour d'expérience, plutôt que de dire les choses qui sont bien, qui sont passées facilement, autant parler des choses qui ont été plus compliquées. La première difficulté, c'est que je propose à mes clients pharmaciens une formule de solution hydroalcoolique. Alors certes, c'est l'OMS, mais l'OMS, on peut me contredire, mais il n'y a pas de l'OMS n'a aucun droit sur le droit pharmaceutique français. Donc pour moi, il y a une illégalité au départ de la fabrication, puisque la formule n'est pas au formulaire national, donc c'est pas une formule officinale, c'est pas une préparation officinale au sens réglementaire du terme, et j'ai pas de prescription d'un médecin, donc c'est pas non plus une préparation magistrale. Donc on se retrouve entre guillemets, j'emploie volontairement le mot puisque c'est un mot que les autorités n'aiment pas, on se retrouve dans une préparation maison qui n'est pas définie par le Code de la santé publique et donc qui par définition est interdite. Ça, ce problème, il a été réglé relativement rapidement, parce que je vous parle d'un mail que j'envoie à mes clients le lundi, et le mardi, François, si tu te souviens, François m'appelle le mardi en me disant Monsieur Bruno, parce qu'à l'époque on s'appelait Monsieur Bruno, qu'est-ce que vous faites là? Je me suis dit bon, un jour, super, bien joué. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais, c'est
ce que disait aussi Fabrice, ben, faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous faites? L'idée, elle est bonne, il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut définir un cadre à ça, un cadre défini dans le temps, mais faisons-le. Et le décret sort le 6 et 7 mars. Le 6 et 7 mars, c'est le vendredi et le samedi. Première commande le lundi, appel de la DGS le mardi, décret le vendredi. On peut difficilement faire plus réactif quand même. Nous, à ce moment-là, on ne comprend pas. Quand je dis nous, c'est moi. Je ne comprends pas, je fais une erreur. C'est-à-dire que je comprends qu'on a une dérogation pour faire une préparation avec la TVA de la préparation, alors qu'en fait, on n'a pas une dérogation pour faire une préparation, on a une dérogation pour faire un produit biocide. Les produits biocides, on n'a pas le droit de les fabriquer en pharmacie, et les produits biocides dépendent du ministère de l'écologie. C'est pour ça qu'en fait, il y a deux décrets, il y a un décret du 6 mars et du 7 mars, il y a un décret du ministère de l'écologie qui autorise en gros les pharmaciens à faire des produits biocides, on a aussi des décrets du ministère de la Santé. Nous, on se trompe, en fait, on pense qu'on fait une préparation, alors qu'en fait, ce n'est pas une préparation, c'est un produit biocide. Ça n'a pas beaucoup de conséquences, sauf des conséquences d'étiquetage ou des conséquences fiscales au niveau de la TVA. Mais comme de toute façon, après, la TVA était à zéro, il y avait moins de problèmes à ce niveau-là. Alors les normes, je m'étais quid des normes. Est-ce qu'on respecte ou pas les bonnes pratiques de préparation, sachant que ce n'est pas une préparation? Évidemment, nous, en tant que pharmaciens, on ne s'est pas posé la question. Et puis, de toute façon, ça, c'était en lien avec nos ARS. Le principe de l'ARS était de dire, OK, ce n'est pas une préparation en tant que telle, mais vous travaillez comme si c'était une préparation magistrale, en termes de traçabilité, je veux dire. Adapter la fabrication, bon, ça c'est tout ce qui va passer par la suite. Alors, nous, les matières premières, on n'a jamais eu de problème de pénurie de matières premières. C'est-à-dire que l'alcool, on a toujours réussi à sourcer de l'alcool, ne serait-ce qu'en prenant tout bêtement les fournisseurs qui étaient marqués dans les décrets. Les décrets étaient très bien faits, ça mettait même le nom des fournisseurs d'alcool chez qui on pouvait commander. Donc il n'y a jamais eu de pénurie d'alcool. L'alcool, on nous en a proposé des millions de litres. Quand je dis des millions, ce n'est pas une façon de dire les choses, c'est qu'on nous en a proposé des millions de litres. Le problème qu'on a eu, pour rapprocher un peu de ce que tu disais sur tes flacons, c'est une pénurie, par contre, pour le coup, totale de conditionnement. On n'avait plus de flacons. Et ça a été finalement la chose la plus compliquée à gérer pour nous. Au début, on essayait de dire à nos clients pharmaciens de revenir avec leur conditionnement. Et à la fin, en fait, la solution qu'on a trouvée, vous l'avez sans doute vu, c'est finalement de se servir de l'industrie vinicole, puisque l'industrie vinicole était en arrêt et ils avaient énormément de bagues, enfin vous voyez, avec les petits robinets. Et donc on a mis finalement en place notre conditionnement dans des cubis de vin. Maintenir l'activité, ça a été compliqué. Je rappelle les pharmaciens comment c'était. En mars, c'était la guerre chez nous. Hein. Il y avait des files devant les pharmacies. Tout le monde savait qu'il allait y avoir un confinement dur. Il y a eu des changements sur les règles de délivrance des médicaments. Toutes les pharmacies françaises, le mois de mars 2020, a été terrible. Alors, soutenir la production, ça n'a pas été très compliqué. En fait, tout le monde nous a aidés. Tout le monde nous a dit, faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable. C'est-à-dire que quand on est dans une situation compliquée et que tout le monde tire dans le même sens, tout va très vite. On avait au niveau du ministère de l'économie, surtout, des gens qui étaient complètement dédiés à ça et qui nous amenaient une aide précieuse. La mairie aussi, la mairie de Paris, la mairie du 6e nous a énormément aidés. Le jour où on a demandé de fermer la voie, ça a été le vendredi soir à 18h, le lendemain matin, un samedi, c'était fermé à 9h. Tout a été très très réactif. Les ARS, pareil, les gens des ARS ont été hyper réactifs. Tout ce qui est santé, de toute façon, par définition, n'a pas posé de problème. Alors évidemment, on nous cadrait les choses, mais on n'a pas eu de problème au niveau du ministère de la Santé. Au niveau de la voirie, on n'a pas eu de problème particulier. Le ministère de l'écologie n'était pas très content qu'il y ait des milliers de litres d'alcool dans la rue. Donc nous ont demandé de trouver une solution de repli, chose qu'on comprenait complètement. Là c'est pareil, il y a eu toute une polémique sur le fait qu'on a été interdit de travailler dans la rue. C'était pas du tout une interdiction, ils nous ont demandé de le faire et ils avaient complètement raison de le faire. Même pour nous, ce qu'on peut faire les premiers jours ne doit pas être fait dans une continuité, ça n'a pas de sens.
La DGCCRF, bon, c'est l'histoire d'argent. Le déchaînement médiatique, j'en parle parce que on peut tous être confrontés à d'un coup une vague médiatique. C'est très impressionnant. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Alors en fait, après, il faut avoir un discours rodé, toujours le même, et puis toujours répéter la même chose, sachant que les journalistes peuvent toujours prendre la petite phrase qui sortie de son contexte ne veut plus rien dire, pour essayer d'avoir le discours le plus confraternel possible, même si c'est pas toujours évident, parce qu'il marque toujours le nom de la pharmacie, enfin bon, c'est... Voilà. Alors oui, alors là, juste pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, la rue, donc là c'est la rue Mignon, la pharmacie elle est ici, là, à l'angle là. Donc là vous avez tous les IBC d'alcool qui sont montés, on ne voit pas très bien sur cette photo, je vous remontrerai après, sur des bacs de rétention. Là c'était des tanks de stockage, là c'était les camions dans lesquels on faisait la mise en conditionnement dans les cubis de vin. Et tous les bidons bleus que vous voyez qui ceinturent servaient à la fois de délimitation de périmètre pour que les gens ne puissent pas rentrer dans la zone. Et puis, ça, c'était aussi fait avec les pompiers de Paris. Tous les bidons étaient remplis d'eau. Chaque bidon, c'est 200 litres d'eau en plastique. Et donc, s'il y avait eu un incendie, il y aurait eu une capacité hydrique assez importante au niveau de la rue. Ça, c'est vu un peu plus gros. Oui, j'ai fini. Ça, c'est la vue de l'autre côté. Donc en avril et en mai, on a déménagé. On s'est retrouvé sur 2 sites. Le premier site, le site Céveso, c'était... Alors ça, c'était l'idéal. C'était l'usine qui fabriquait elle-même l'alcool. Donc enfin, ils fabriquaient pas l'alcool, mais ils recevaient des semi-remorques d'alcool, des camions-citernes d'alcool, et après, ils remettaient ça dans les IBC. Et donc, on avait directement l'alcool sur place, sur une usine qui était évidemment totalement sécurisée pour les risques d'incendie. Et à droite, c'est le site de 418 qui avait été mis à disposition par la mairie de Paris. L'évolution de l'étiquetage, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, là, sur cette photo, on voit bien qu'on est sur alors la photo de gauche, on voit bien qu'on est sur un étiquetage préparation. Vous voyez, j'ai marqué en bas préparation officinale, ici. Ça, c'était les tout premiers jours. On est le 4 mars, donc les tout premiers jours. Donc dans ma tête, on était sur une préparation officinale. Et à droite, c'est l'étiquetage final qui, lui, respecte la réglementation des biocides. Au milieu, c'est une affiche qu'on avait fait, qu'on avait distribuée à des pharmaciens. Vous les avez peut-être vues sur certaines pharmacies, avec la croix verte et le cœur bleu, blanc, rouge. Documentation par l'eau. Alors, pourquoi je vous montre ça? Alors, outre le fait que là, il y avait très peu de masques, on utilisait des visières. On a utilisé notre logiciel métier, je ne vais pas faire de pub, je passe vite. On a utilisé notre logiciel métier pour gérer la fabrication de la solution hydroalcoolique comme si c'était une préparation. On faisait des tests. Alors les tests sur la solution, c'était surtout des teneurs alcoolométriques. Donc on avait ressorti les vieux alcomètres pour vérifier la teneur. Et là, c'est nos fiches de préparation comme pour les préparations classiques. Ça, c'est les IBC avec les bacs de rétention. Et je voulais juste finir là-dessus, parce que je trouve que ça va quand même relativement bien avec les journées. C'est que tous les pharmaciens, encore une fois, alors évidemment, nous, on a eu une vision, on a eu les médias qui sont intéressés à nous, donc on a été surexposés, mais le discours que j'avais avec les médias, c'est le discours qui est ici, c'est que finalement, tous les pharmaciens, je ne dis pas tous les officinaux, je dis tous les pharmaciens, ont contribué dans cette pénurie de solutions hydroalcooliques. Les officinaux, on estime qu'à peu près un officinal sur 2 a fait de la solution hydroalcoolique. Les PUI, donc il y a plusieurs PUI, là il y en a une, mais il y a eu plusieurs PUI qui ont fait de la solution hydroalcoolique. Et puis les universités aussi, c'est-à-dire que même les pharmaciens et les centres de formation ont fait de la solution hydroalcoolique. Et ça, je trouve que ça résonne quand même avec ces journées, puisque finalement, on fait tous le même métier, de façon différente, pas exactement la même chose, mais en tout cas, on est là pour régler les problèmes que la France peut avoir. Voilà. Moi, je viens de Bretagne. On n'a pas eu de pénurie d'alcool. Mais le problème, c'est qu'on a eu une pénurie de camions pour nous livrer. Et ça, en fait, ça nous a beaucoup embêtés au début pour se lancer dans la production. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour, Franck Paillard, Société Cooper. Je voudrais rajouter quelques chiffres à ceux de Fabien sur cette époque. Je me rappelle, on s'était eu au téléphone le lundi, je crois, soir, où tu m'avais demandé si je serais capable de livrer de l'alcool. J'ai dit oui, il n'y aurait pas de souci. Je m'étais un peu avancé quand même. Alors je vais donner quelques chiffres pour que vous ayez une idée.
On avait tout début mars 150 tonnes d'alcool en stock, soit à peu près 3 mois de couverture, le mardi matin. Le jeudi soir, on n'avait plus rien. On a eu au sein du call, où les pharmaciens ou les hospitaliers aussi nous appellent, normalement à l'hôpital on a à peu près 1200 appels par mois, on en a eu 7000 sur le mois de mars. Et pour l'officine, on fait à peu près 30 000 appels par mois, on en a eu plus de 250 000. Alors on n'a pas répondu à tout le monde, bien sûr. Et au niveau des camions, on faisait rentrer 1 à 2 camions par jour, et ça jusqu'à mi-avril, alors qu'en général, on fait rentrer 5 camions par mois. Donc on était aussi dans une gestion très délicate. Et effectivement, on a rencontré la rupture et aussi des problèmes de logistique, comme c'est souligné. Merci, M. Payard.